Au sommaire, rencontre du réseau panafricain des jeunes entrepreneurs chrétiens de Côte d'Ivoire. Il était question des projets et prêts alloués aux jeunes pour le développement de leurs activités. Actualité africaine, le président kenyan devant la Cour pénale internationale où Uhuru Kenyatta est accusé de crimes contre l'humanité, une première pour un chef d'État en exercice. Et actualité internationale, premier cas du virus Ebola en Europe, une aide-soignante espagnole contaminée est à présent hospitalisée. Madame, Monsieur, bien-aimés, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Béné TV, le canal de ta bénédiction. La jeunesse de la commune d'Abobo, d'Abidjan, a échangé avec son leader du réseau panafricain des jeunes entrepreneurs chrétiens, Patrick Konon-Bédié. Objectif, parler des projets, mais également des prêts pour le développement des activités des jeunes. Nous suivons le reportage de Inès Koudugnon-Balé. Le réseau panafricain des jeunes entrepreneurs chrétiens de Patrick Konon-Bédié est en mouvement. Un mouvement qui sillonne commune par commune dans le district d'Abidjan. Après la commune de Port-Boué le 23 août 2014 au centre pilote de la dite commune, cap est mis sur la commune d'Abobo le samedi 4 octobre 2014 à la salle ivoiro-coréenne au plateau d'Okui. Une rencontre qui avait pour ordre du jour information, distribution des cartes et opportunités de travail. Un rendez-vous qui a rassemblé plus de 800 jeunes pour écouter la voix de leur leader, le président Patrick Konon-Bédié. Dans le processus du déroulement du programme, l'Assemblée a prié pour confier tout au Seigneur, afin que l'Éternel soit le maître absolu du réseau. Prenant la parole, le président Patrick Konon-Bédié a donné les conditions sine qua non pour recevoir le financement de son projet par le réseau ou par l'État. Condition pour recevoir le fonds du réseau, il faut avoir sa carte. Si tu n'as pas ta carte, tu ne fais pas partie du réseau. Ce qui demande que tu fais partie du réseau, c'est ta carte. Donc la carte du réseau, ce n'est pas pour nous. Parce que quand vous partez au niveau des pasteurs, la carte c'est 12 000. Au niveau des imams, c'est 17 000. On sait que les jeunes, pour le moment, vous n'avez rien. Nous n'avons rien. C'est pourquoi on met ça 5 000. Il faut avoir une fiche typée. Il n'y a pas quelqu'un ici qui veut un financement de projet et puis qui ne peut pas mettre ça sur papier. C'est le papier là qu'on appelle fiche de projet ou fiche d'idée. Dans les cabinets, il faut à 50 000, d'autres il faut à 25 000, d'autres il faut à 10 000. Mais ici, on fait à 5 000 francs. Amen. Amen. Donc si tu veux un financement de la part du réseau, je te donne en même temps les conditions. La première condition, il faut te faire l'essentiel. On ne paye pas 5 francs. Il n'y a pas de caution, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de garantie. La fiche de projet, c'est quoi la fiche? C'est pas moi. Le réseau, il n'y a pas de frais de dossier. En matière de financement de projet, il n'y a pas de frais de dossier. Pour l'État comme pour le réseau, c'est pratiquement les mêmes conditions. Tu payes ta carte, tu payes ta fiche de projet. Pour l'État, tu payes fiche d'option qui a 1000 francs. Mais à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de fiche d'option. Il a par la suite souligné que l'étape de la formation à laquelle il tient prendra forme, ce pour ne pas qu'ils échouent à la réalisation de leur projet, afin que le réseau prenne forme et soit le maître absolu de la jeunesse. Et nous restons avec Inès Koudugnon-Balé, cette fois-ci pour parler du traditionnel programme de la plateforme pour les pasteurs Oindre pour vaincre. Le mercredi dernier, 2 communications ont été enregistrées. La première, les 3 clés indispensables pour réussir dans le ministère, dit par le ministre de Dieu, Begré Parfait. Et la seconde communication, le mystère du soleil dans le combat spirituel. Être aiguisé à la dimension de gloire et de puissance à l'aide de la parole de Dieu. Et cette parole qui est une lumière aux pieds des enfants de l'Éternel, des ministres de Dieu, afin de faire d'eux des décideurs du monde, de leur pays et de leur environnement le plus proche. En un mot, ce sont des éléments qui rentrent en ligne de compte dans la vision de l'initiateur, le révérend général Makoso Kami, de la plateforme Oindre pour vaincre. C'est donc à juste titre que tous les mercredis, rendez-vous est pris à l'église évangélique La Bénédiction pour répondre à la vision de cette plateforme spirituelle Oindre pour vaincre. Ce mercredi 1er octobre 2014, l'auditoire a eu droit à 2 communications.
La première est celle du ministre de Dieu Begré Parfait. Il a parlé des 3 clés indispensables pour réussir dans le ministère. Il y a des personnes qui ne sont pas compliquées. Il sait que présentement là où tu es là, tu es en train de commencer. Parce que lui aussi il a passé par là. C'est parce qu'il n'a pas été complexé qu'il y a des craintes qui l'ont été. Alors lui aussi il fait tenter. Mais si toi tu es complexé et tu ne l'invites pas, ce n'est pas lui qui va s'inviter dans ton église. Ceux pour lesquels tu as honte, ceux pour lesquels tu ne peux pas te présenter dans certains milieux, si tu acceptes ce soir de vaincre l'esprit d'infériorité, avant même qu'il ne te voie, Dieu aurait déjà fini de te lever. Avant qu'il ne te voie, Dieu aurait fini de bénir ton ministère. Avant qu'il ne te découvre, Dieu aurait fini de transformer ton ministère. La seconde communication, c'est celle de l'archevêque plénipotentiaire Kassid Azito. L'ambassadeur de l'Évangile a centré son message sur le ministère du soleil dans le combat spirituel. Le soleil est le symbole du feu. Et la Bible dit dans Psaume 84, verset 12, l'Éternel Dieu est un soleil et est un bouclier. Vous ne voyez pas qu'il y a des religions où les gens mettent le soleil au-dessus de leur maison. Tu vois les villages mettent le soleil. Il y a plusieurs religions où le soleil est leur Dieu. Mais comment un homme peut voir? On ne peut voir que par les rayons de la lumière. Mais comment Paul a fait pour rendre Élymas aveugle? Paul a traité avec le soleil. Et le soleil qui donne la lumière est sorti des yeux de l'image du magicien. Il dit aussitôt, tu ne verras plus le soleil et l'obscurité est tombée. Une fois il fait la lumière avec le soleil, puis l'obscurité est tombée sur lui. Paul a traité avec l'âme du soleil. Et que l'âme du soleil enlève la lumière dans les yeux du magicien. C'est lui qui est l'âme du soleil. C'est lui qui contrôle le soleil. C'est lui qui peut libérer l'obscurité sur le magicien. Et la Bible déclare que les anges sont notre mission. Et Paul savait ce mystère. Il a traité avec l'ange, il a regardé l'ange. C'est pourquoi la Bible déclare que le prophète sur le Gabaon. La parole de Dieu est couverte de mystères. Elle est décortiquée à oindre pour vaincre de façon extraordinaire, selon diverses formes. Viens entendre et comprendre ce mercredi 8 octobre 2014 à partir de 10h à l'église évangélique La Bénédiction pour que ta vie change et ton ministère prend de l'envol. Et toute autre chose à présent, repositionner le Commonwealth pour l'agenda de développement de 2015. C'est le thème de la 60e session de l'organisation parlementaire intergouvernementale. Depuis le 2 octobre dernier, les représentants des 53 États membres, dont 18 pays africains, sont en conclave à Yaoundé, la capitale camerounaise, et ce jusqu'au 10 octobre prochain. Près de 800 représentants des 53 États membres sont présents. À cette occasion, le président Paul Biya a dit un discours placé sur le développement post-2015. Et nous le disions en titre, le président du Kenya ira à La Haye le mercredi prochain. Uhuru Kenyatta comparaîtra devant la Cour pénale internationale. Il est accusé de crimes contre l'humanité après la crise post-électorale de 2008 dans son pays. Uhuru Kenyatta deviendra donc le tout premier chef d'État à comparaître durant son mandat devant la Cour pénale internationale. Le président du Kenya sera mercredi dans le box des accusés devant la Cour pénale internationale à La Haye. Uhuru Kenyatta l'a annoncé, même si, précise le chef de l'État, il s'y rendra à titre personnel et non pas en tant que président. Il n'empêche que Uhuru Kenyatta deviendra mercredi le premier chef d'État à comparaître durant son mandat devant la CPI.
En 2011, Uhuru Kenyatta avait déjà été entendu par la CPI. C'était avant de devenir président. Il est inculpé de crimes contre l'humanité pour les violences ethniques sanglantes de 2007-2008. En décembre 2007, la victoire du président Kibaki avait déclenché les protestations du camp adverse. Bilan, 1 millier de morts et plus de 600 000 déplacés. Et nous parlons santé à présent avec l'épidémie du virus Ebola. Le virus Ebola sévit également en République démocratique du Congo. Au moins 40 personnes sont mortes selon l'Organisation mondiale de la santé et près de 70 cas d'infection ont été identifiés dans la région de Boyende où les travailleurs de l'UNICEF essaient d'encourager les habitants à se rendre dans les hôpitaux pour se faire soigner. 3 heures. La principale résistance que la population pensait effectivement que l'hôpital c'est un asile, tout cas qui vient à l'hôpital décède. Donc pour eux, ils pensaient effectivement que venir à l'hôpital c'est trouver la mort. Et nous sommes venus effectivement montrer à la population les bénéfices de venir tôt à l'hôpital, pour être soigné, avoir la chance de trouver la guérison à l'hôpital. Oui, Ebola existe, mais ici, chez nous, on ne sait pas encore, car on n'a vu aucune image. Avec cette projection, on a compris beaucoup de choses. Et parlons toujours du virus Ebola. La présidente de la Commission de l'Union africaine était en visite lundi en France. Nkosazana Dlamini Zuma a rencontré le président français François Hollande. L'épidémie du virus Ebola était donc au centre de la rencontre. Le président français a assuré que son pays était en situation de pouvoir soigner des personnes atteintes par le virus Ebola si des cas se produisaient en France. La France a décidé d'installer un hôpital en Guinée forestière et il sera bientôt prêt. Nous aurons là aussi à renforcer les équipes de l'Institut Pasteur qui s'installeront d'ailleurs à Conakry. Nous devons accélérer, amplifier les recherches pour qu'un vaccin puisse être trouvé. Mais avant que ce vaccin ne puisse être diffusé, il convient de prendre toutes les précautions nécessaires et de faire en sorte qu'il y ait le moins de déplacements possible vers ces pays, tout en leur assurant, c'est toute la difficulté, leur développement. Nous sommes en situation de pouvoir soigner si des cas se produisaient en France. Mais pour nous, ce n'est pas simplement une question française, c'est une question mondiale. Et c'est pourquoi nous devons prodiguer toute notre solidarité aux pays qui sont concernés. Et la France a une relation toute particulière avec la Guinée. Ça va bien ? Le premier cas de contamination du virus Ebola a été découvert en Europe. C'est une aide-soignante espagnole de 44 ans. L'employée dans un hôpital de Madrid était en contact avec 2 malades atteints du virus Ebola, 2 missionnaires rapatriés d'Afrique. En Espagne, un premier cas d'Ebola, le premier aussi en Europe. C'est une aide-soignante employée dans un hôpital de Madrid qui est atteinte de la maladie. Ce même hôpital, Carlos III, où sont morts en août et en septembre 2 malades du virus Ebola, des missionnaires rapatriés d'Afrique. Ce serait donc le premier cas de contamination en Europe. Toutes les autres personnes traitées actuellement sur le sol européen sont rapatriées d'Afrique de l'Ouest. Nous cherchons à découvrir quelle est la source de la contagion. On fait des contrôles pour voir si toutes les procédures ont été respectées, dit ici Anna Mato, la ministre de la Santé. Les citoyens doivent avoir l'assurance que nous avons toutes les ressources nécessaires pour que les médecins, soignants et personnel médical gèrent cette situation.
Ce lundi aussi, un caméraman américain freelance qui travaillait pour la chaîne NBC a été rapatrié aux États-Unis pour être soigné. C'est le premier journaliste étranger atteint. Le virus Ebola a fait plus de 3340 morts en Afrique occidentale. Et toujours en éducation, et nous revenons en Côte d'Ivoire, coup d'essai, coup de maître. Les premiers étudiants sélectionnés par le service d'orientation de Béni TV se sont envolés le dimanche dernier pour Casablanca et Rabat au Maroc. Ce sont au total 7 étudiants venant de la Côte d'Ivoire, du Togo et de la République démocratique du Congo. Soulignons que le service d'orientation de Béni TV est un service spécialisé dans l'information, le conseil et l'aide à l'orientation. Il a pour objectif d'accompagner les jeunes élèves, étudiants et diplômés depuis le choix de leur filière aux spécialités jusqu'à la fin de leur formation universitaire. Avant leur départ, notre équipe de reportage leur a tendu le micro. Nous les écoutons. Je suis à l'aéroport pour le départ sur Rabat au Maroc. Et j'ai appris cela par le biais de Béni TV en regardant la chaîne. Je me suis rendue avec mes parents. On a décidé comme ça de s'y mettre. Et pour être honnête, Béni TV a fait toutes les démarches pour nous. Le service d'orientation s'est chargé de tout, franchement de tout. Les papiers, le passeport, le visa, tout. Ils sont chargés de tout. Et j'ai décidé de partir au Maroc parce que d'abord pour mes études. Ensuite, j'ai vu le spot à la télé, c'était vraiment bien, j'ai vraiment aimé. Il faut dire aussi que le service d'orientation était vraiment très chaleureux avec moi. Ils m'ont vraiment facilité la tâche. Pour les papiers et autres, vraiment, j'ai pas eu vraiment de problème. J'ai fini mon brevet de technicien en construction métallique et c'est le high ici, c'est le niveau maximal. Donc, je décide d'aller au Maroc pour approfondir mes connaissances et me perfectionner. Voilà un peu. Que pensez-vous du service d'orientation? Bon, c'est impeccable. D'abord, quand on est arrivé là-bas, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas ma filière. Mais le travail qu'ils ont fait, ça veut dire qu'ils ont cherché, ils ont fouillé, ils sont rentrés en contact avec des établissements. Et pour finir, ils ont eu un établissement. Ça veut dire, quelle que soit la filière, quand vous êtes parti vers Béni TV, soyez-en sûrs, vous aurez l'école qui vous convient. On décide d'aller étudier au Maroc parce qu'il y a des meilleures écoles là-bas. Moi, je vais faire la finance. Moi aussi, la finance. Un bachelier en finance. Et après, c'est une spécialisée là-bas. Ce que j'étais encore, nous les optons à faire comme nous. Ne pas hésiter. Et aussi, aller à Béni TV aussi. Actualité internationale à présent, première victoire pour l'organisation État islamique. Le groupe djihadiste a réussi à entrer à Kobané, juste à 1 kilomètre à peine de la frontière turque. Regardez. Le drapeau noir des djihadistes flotte sur Kobané. Après plusieurs semaines de combat, l'organisation État islamique a réussi à entrer dans cette ville syrienne, située à 1 kilomètre à peine de la frontière turque. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les islamistes contrôlent 2 quartiers de la zone industrielle de cette enclave défendue par les miliciens kurdes. Le nouveau secrétaire général de l'OTAN, l'ancien premier ministre norvégien Jens Stoltenberg, promet de protéger Ankara. La Turquie est membre de l'Alliance transatlantique. Nous avons déployé des missiles patriotes en Turquie dans le but de renforcer la défense aérienne turque et nous continuerons à le faire, a-t-il expliqué lors d'un déplacement à Varsovie. Ankara a mobilisé plusieurs de ses tanks à la frontière depuis plus d'une semaine et assiste impassible à l'apparente chute de Kobané. Des responsables kurdes accusent la Turquie de laisser faire les djihadistes.
Et nous refermons cette édition d'information en parlant santé, une véritable prouesse et une première dans le domaine de la transplantation. Une Suédoise de 36 ans qui a subi une transplantation d'utérus a donné naissance à un enfant et l'enfant et la mère se portent très bien. Cette réussite est l'aboutissement de 10 années de recherche. Un bébé porteur de beaucoup d'espoir. Sa mère, une Suédoise de 36 ans, était née sans utérus en raison d'une affection génétique. Elle a subi il y a un an une greffe d'une donneuse vivante. Après une fécondation in vitro, l'embryon a été transféré dans l'utérus transplanté. La croissance du fœtus a été normale et après 31 semaines de grossesse, un garçon d'1,7 kg a vu le jour. C'est un sentiment fantastique, témoigne la jeune maman. Je me sens vraiment mère pour la première fois, après des années de chagrin et de désespoir. Quand j'ai vu mon bébé, je me suis sentie mère. L'accouchement a eu lieu par césarienne il y a environ un mois. C'est la première fois qu'une telle transplantation réussit. C'est l'aboutissement de 10 années de recherche. À la tête de l'équipe médicale, le professeur Matt Brandstrom, spécialiste de gynécologie obstétrique à l'université de Gothenburg. La plus grande récompense, c'est de voir cette nouvelle famille heureuse, de voir le bébé. Et aussi de savoir que nous avons trouvé un traitement pour des milliers de femmes qui jusqu'à présent ne peuvent pas devenir mères. Cette première constitue une percée majeure dans la lutte contre l'infertilité. Toutefois, selon ce professeur, il faudra encore de très nombreuses années avant que cette pratique ne devienne, dit-il, une routine chirurgicale. Madame, Monsieur, bien-aimés, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Béni TV, le canal de ta bénédiction, et que Dieu vous bénisse.